juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode où on va parler de notre invité, de sa pratique du sport et vous allez voir quelle pratique du sport. Et puis on va aussi parler d'une situation qui a été engendrée, créée, initiée par JB que j'ai déjà eu dans cet épisode. Mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails de tout ça. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à mon invité, Aurélien Apriou. Salut Aurélien. Salut Armano, tu vas bien ? Ouais, ça va. On en est au 72e test de micro. Tout semble aller comme il faut. Donc tout va bien. Parfait. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, évidemment, c'était en off. Et ben, je vous invite à jumper tout au bout de l'épisode. Enfin, à écouter l'épisode en entier, puis écouter encore les 10 dernières secondes. Vous allez voir, c'est marrant. Et toi, comment vas-tu ? Très bien. Écoute, très bien. Ouais. Je rentre de vacances là, donc tout va bien. J'étais en Andalousie. Je t'en avais parlé il y a quelques semaines de ça. J'allais pour le marathon de Séville et voilà, du coup j'avais profité pour prendre quelques vacances derrière. Donc j'ai pris 8 jours au Cordoue, Séville, j'étais aussi à Grenade. Donc voilà, tout va bien, il faisait beau. Donc c'est cool. Bon, tu vas pouvoir nous raconter tout ça quand on va rentrer un petit peu plus dans le détail de toi, de ton profil. Tu disais tout va bien parce que tu rentres de vacances. Des fois, c'est à double tranchant. Hein. Ouais. Quand tu rentres de vacances, soit tout va effectivement bien parce que t'es détendu, voilà, t'es relâché, t'avais pas pris de retard au départ avant de partir en vacances, donc tout va bien. Puis des fois, t'as un problème qui s'annonce pendant les vacances où t'as pris tellement de retard que t'attends qu'une chose, c'est de retourner au boulot. Puis en fait, dès que tu réouvres l'ordinateur, t'es sous l'eau, t'es juste là et tu sais plus quoi faire. C'est exactement ça. Ouais. D'habitude, c'est exactement ça qui se passe. Là, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Il y a eu quelques trucs qui se sont empilés, mais ça a été. Donc voilà, reprise plutôt correcte. Donc très cool. Nickel, c'est l'essentiel, c'est que tout se passe pour le mieux et puis que tu sois reparti sur de bonnes rails pour profiter du printemps qui va commencer à pointer son nez. Mais bon, ça, ce sera encore un autre sujet. Aurélien, ce que je te propose, eh bien, c'est déjà de rentrer dans le vif du sujet te concernant à toi. Dis-nous tout, qui est Aurélien Apriou ? Ok, du coup je vais un peu décrire ce que je fais au niveau sportif, ce que je fais au niveau de mon boulot dans la vie pro. Donc comme ça, ce sera assez complet. Donc moi je suis triathlète depuis pas mal de temps. Donc j'avais commencé par la natation quand j'étais au primaire, collège. Ça c'est pour le point de vue sportif. Donc arrivé fin collège, je commençais à stagner un peu en natation. Donc je regardais le Tour de France, j'étais passionné de ça, je me suis dit que ça valait le coup peut-être de se mettre au vélo. J'ai tout de suite accroché, tout de suite adoré. Et en arrivant au lycée, du coup, j'avais été repéré par une équipe, du coup, un club d'athlétisme, le Stade Brestois Athlétisme, qui cherchait à monter une équipe pour les championnats de France de cross. Et pendant les crosses du collège, du coup, j'ai été repéré à ce moment-là. Donc, je faisais les 3 sports individuellement. Et donc on comprend que quand tu étais collège-lycée, tu étais à Brest aussi. Ouais, donc, exactement. Au soleil, tout ça. Alors ça, c'est le petit clin d'œil pour un ancien invité que j'ai eu qui est breton et on en rigolait un peu pendant l'épisode. Qui a dû bien décrire le temps, la météo. Du coup, j'ai fait toute mon enfance, j'ai vécu là-bas jusqu'à fin du lycée du coup. J'ai été comme je disais, je me mettais au triathlon. C'était en première où j'ai fait mes premiers triathlons. En terminale, j'ai été en sport-études à Brest même. Du coup, voilà, ça c'était pour le passé un peu sportif. Donc, j'ai varié au niveau des niveaux. Donc, en natation, j'en ai fait à niveau national. En triathlon, pareil, sur la fin lycée, je commençais à atteindre des niveaux qui étaient plutôt corrects, voire bons. Mais j'ai eu une crise d'appendicite fin lycée, donc juste peu de temps avant le bac, et ce qui m'a fait tout arrêter le sport du jour au lendemain pendant quelques années. Donc ça, c'est pour la partie... Attends, parce que déjà, tu as été super vite, sur ta pratique du sport. Quand tu dis niveau national en natation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es allé sur les compétitions nationales, championnat de France et tout ça ? Ouais, exactement. J'ai fait quelques podiums en championnat de France, en 100 brasses, 200 brasses notamment. Mais après, c'était dans les catégories jeunes, benjamin et minime première année, ouais. Donc voilà, là c'est quand on a 12, 13, 14 ans vers là. Alors attends, tu dis 100 brasses, 200 brasses. Ôte-nous d'un doute, quand on est brasseur, enfin en tout cas quand c'est sa spécialité, brasseur pas comme la bière, mais brasseur comme le pratiquant de brasse, quand c'est sa spécialité, on pratique quand même les 3 autres nages.
Exactement. Mais malheureusement, pour moi, c'était pas évident, beaucoup moins évident les aides nage, notamment le crawl. Donc c'est pour ça certaines personnes qui me connaissent bien aujourd'hui et qui connaissent ma technique en crawl pourront être étonnées que je viens de la natation. Ouais. Parce qu'effectivement, c'était catastrophique. Ouais. Et en triathlon, tu disais pareil, niveau national, donc ça veut dire quoi? Tu avais été invité à faire des grands prix? Alors non, à l'époque déjà, je sais, moi aussi, il devait y avoir un circuit Grand Prix, mais on était quand même vraiment jeunes. Hein. C'était même pas au niveau cadet. Donc c'était assez rare que les gens commencent très jeunes à ce moment-là. C'était il y a quand même 15 ans maintenant. Et du coup, ouais, en tout cas, cette année-là, en sport-études, je me préparais à viser un top 10, voire peut-être top 5 ou podium au niveau des championnats de France de triathlon. Ouais. Donc cette année terminale, donc au début de mes années de triathlon. Ouais. Ouais, donc je t'ai coupé. Donc voilà, niveau national en natation et après en triathlon. Et une crise de l'appendicite à tout couper. Tu nous as dit après 3 petits points pendant plusieurs années. Ouais. C'est-à-dire, t'as traîné ta appendicite dans une brouette pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle éclate. Ouais. Non, ça a duré 48 heures, mais 48 heures qui m'ont fait tout arrêter quoi. Ouais, c'est assez costaud une crise d'appendicite. Aujourd'hui, je me suis un peu renseigné depuis. Je crois qu'on perd quand même pas mal de muscles au niveau surtout à l'époque, c'était les anesthésies générales qui vraiment mettaient KO. En gros, le médecin, le chirurgien m'avait dit que ça allait être vraiment compliqué de me remettre dans les semaines qui suivaient, voire les mois qui allaient venir. Moi, je le croyais pas trop au début, mais j'ai vu, au bout de 2-3 mois après cette crise d'appendicite et après l'opération, j'arrivais plus du tout à nager, j'arrivais plus du tout à monter en intensité en course à pied. Voilà, ce que je pouvais faire en 1,15 de 100 mètres par exemple en natation, j'arrivais même plus à le faire en moins de 2 minutes, en donnant absolument tout ce que j'avais quoi. Donc Mais c'est un truc de dingue parce que c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on pense à l'appendicite. Bon, déjà, je pense que on a plus l'habitude de voir ça chez les jeunes enfants, et donc être pris assez vite. Là, t'étais même plus dans l'appendicite, t'étais carrément dans la péritonite. Oui, ouais, j'ai pas précisé, mais du coup, j'avais un peu fermé les yeux au moment où j'ai eu cette crise d'appendicite, parce qu'il y avait les championnats de France de cross qui arrivaient la semaine d'après. C'est là où c'était ma première grosse compétition où je devais justement démontrer mon niveau et tout ça. Et du coup, j'ai fermé les yeux pendant 2-3 jours où j'allais me cacher pour vomir, ce genre de choses. Et à un moment, j'arrivais plus à tenir debout, donc on m'a envoyé aux urgences. Et du coup, effectivement, le nom exact, c'était la péritonite. Du coup, c'est aussi probablement de la faute, j'ai attendu trop longtemps. Mais toujours est-il que voilà, ça a coûté mon niveau sportif à ce moment-là. Et pourquoi c'était si dur que ça de reprendre plusieurs jours, semaines, mois après? Est-ce que je me pose toujours des questions aujourd'hui. Ouais. J'aurais aimé en parler à un médecin maintenant avec le recul, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu moi psychologiquement de perdre tout mon niveau comme ça. Voilà, j'avais pas eu l'habitude, j'avais jamais été blessé encore à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a eu un aspect psychologique. Il y avait le bac qui arrivait, donc peut-être que le stress du bac aussi a fait que je me suis un peu focalisé sur mes études en me disant de toute façon c'est mort pour cette année au niveau résultats sportifs. Et je pense qu'il y a un autre aspect, c'est au niveau du club, des entraîneurs. Je pense que les coachs se focalisaient pas mal sur moi parce qu'ils attendaient des bonnes perfs de ma part. Et au moment où du coup ils savaient que c'était foutu pour la saison, je pense qu'ils sont plus focalisés sur les copains et tout ça. Donc peut-être que moi personnellement je l'ai un peu mal pris. Ouais. Je sais pas exactement. Je pense que c'est un facteur de tout ça qui fait que j'étais plus très motivé, j'avais de la tête ailleurs et un peu déçu et dégoûté quoi. Un peu un mix de tout ça. Ouais. Et en plus de ça, il y a vraiment la raison physiologique où j'avais beau aller à l'entraînement, enfin il y a rien qui se passait, ça répondait pas donc c'était pas plus motivant. Waouh. Bah écoute, ça devait pas être facile à vivre comme moment. J'espère en tout cas que maintenant tout va mieux et puis que ça t'a en fait, tu vois, ça t'a un peu débloqué, permis de comprendre certaines choses. Même maintenant quand t'en parles, tu nous dis qu'il y avait peut-être aussi plusieurs facteurs, dont le facteur psychologique. Ça t'a peut-être aidé aussi à progresser dans ta pratique, dans tes entraînements, dans le dépassement de toi au niveau de tes compétitions. Complètement. Alors complètement. Mon approche au sport est complètement différente aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, j'ai eu cette appendicite. C'était un peu le jour et la nuit quoi. Du jour au lendemain, ça a marqué quand même une grosse délimitation dans ma vie en fait, dans ma vie d'humain. Sur tous les plans, que ce soit émotionnel, sportif, professionnel. Donc à ce moment-là, je me suis dit, jusque-là, je faisais pas grand-chose à l'école. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je bosse à tout moment. En fait, en plus vivre du triathlon à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Je me suis dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je pourrais pas en vivre, là encore moins avec des blessures comme ça. Donc je me suis focalisé sur mes études. Mais même pendant mes études, même pendant ces 4-5 ans qui sont passés où j'ai pas du tout fait de sport, j'ai remarqué qu'au niveau émotionnel, psychologique et tout, j'étais
plutôt moyen. C'est quand j'ai repris le sport à la fin de mon master que j'ai senti, je sais pas, un gain de confiance en moi. Tout est d'un seul coup, les planètes se sont réalignées. Et je sais pas, dans tous mes projets, j'avais beaucoup plus de succès entre guillemets. J'arrivais beaucoup plus à aboutir à des choses, quoi. Donc c'est pour ça que le sport a été vraiment important. Ouais. On va revenir justement sur l'histoire du master et pas que, mais tu vois, je pense que c'était intéressant de s'arrêter un petit peu, de faire un petit arrêt sur image sur cet instant-là, juste pour divaguer un peu. Si tu avais connu le même arrêt, mais en gros pas à cause d'une appendicite qui s'est transformée en péritonite, mais admettons, tu étais sur le vélo, tu prends un camion, ça t'arrête net aussi, une opération, vite fait, 15 jours après, tu commences à remarcher, mais tu peux pas forcément retourner à ton niveau d'avant. Tu crois que ça aurait été pareil, ne serait-ce que psychologiquement, ou là c'est parce qu'en fait il y a eu un coup d'arrêt, mais qui était pas un accident en fait. Voilà, t'as été malade, voilà, une appendicite, ça arrive, ça peut être considéré comme un accident, mais en gros, c'était ton corps qui se rebellait contre quelque chose. En plus, peut-être que tu ruminais parce que tu t'es dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû attendre 2-3 jours, faire les France de cross, etc. Est-ce que ça aurait été différent si en gros t'avais pris un mur, quoi? Ouais. Alors, je pense que ça aurait été différent parce que tout ce que tu as décrit, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en plus de ça, je pense qu'il y a le facteur où c'est un peu invisible. En gros, l'appendicite, j'avais quelques symptômes, je vomissais et tout ça, je me sentais pas bien. D'une minute à une autre, j'avais été envoyé aux urgences, on m'a endormi, je me réveille, je sais pas, 18 heures plus tard ou un truc comme ça. Et là, je peux à peine plus me lever de mon lit. Enfin, ça fait quand même une coupure qui est assez importante, mais c'est invisible. Du coup, on a l'impression qu'on peut retourner au charbon comme on veut. Je pense que se prendre un vrai mur, je pense qu'on voit vraiment son état dans un état déplorable, son corps, je veux dire, dans un état déplorable. Et là, on peut se dire que effectivement, je pense qu'on comprend mieux les raisons de pourquoi on n'avance plus après à l'entraînement pendant quelques temps. Or là, moi, c'était un peu invisible. Je sais pas, ouais, c'est assez particulier. Et du coup, je pense que j'aurais réagi différemment. Je pense que j'aurais accepté plus facilement en me prenant un mur que ça allait être compliqué pendant des mois et des mois. Tu auras remarqué qu'en première instance, pour ainsi dire, j'avais proposé de te prendre un camion ou une voiture. Comme ça aurait peut-être même pas été de ta faute. Tu vois. Là, le mur, tu peux encore te dire, si j'avais pas glissé sur une peau de banane, si j'avais été plus attentif, j'aurais pu éviter le mur. Ouais. Mais là, le coup du phénomène exogène, tu aurais été pour rien. Complètement, quoi. Exactement. Ouais. Ok, écoute, c'était intéressant de deep dive dans cet épiphénomène de ta vie, mais qui finalement était pas un épiphénomène parce que ça a engendré pas mal de choses derrière. Ouais, pour moi, je dirais quasiment tout ce qui a suivi. Vraiment, cette crise d'appendicite, ça a déterminé tout ce que j'ai fait par la suite. Bon, pas tout, parce qu'après, il y a des nouveaux facteurs qui hantent. On prend des nouvelles décisions et tout ça, mais en tout cas, ça a été un gros tournant, en tout cas, moi, dans ma vision de voir les choses, quoi. Ça a enclenché pas mal d'autres choses. Tu disais, à ce moment-là, tu foutais pas grand-chose à l'école. Je te cite, où tu ne faisais pas grand-chose à l'école. C'est ça. Et puis, ça a été un nouveau déclencheur. Tu te dis, faut peut-être que j'en fasse quelque chose, parce qu'à la limite, le sport de haut niveau, c'est tellement bancal. Et ça, on est bien d'accord. Hein. On en parle très souvent dans ce podcast, dans un autre podcast que j'anime, et même chez les confrères podcasteurs ou journalistes. T'arrives à un moment où tu te dis, la vie de sportif de haut niveau, c'est quand même très incertain, parce que il suffit d'une blessure, que ce soit exogène ou pas, et tout peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Exactement, ouais. Complètement. Et à cette époque-là, du coup, j'avais des amis qui faisaient pareil du sport à haut niveau, en course à pied et tout ça, des gens que je connais, qui eux ont décidé de continuer dans cette voie-là, ouais. Et du coup, pas évident, quoi. Du coup, obligé de mettre ses études un peu de côté. Donc ça, on pourra revenir aussi, parce que je vais en parler plus tard. Mais je pense qu'il y a aussi le système français qui fait que c'est pas évident de continuer à s'entraîner à un certain niveau, comparé à des pays comme les États-Unis où là ça fait vraiment partie de l'aventure universitaire. En tout cas, pour ceux qui veulent continuer, ça peut faire complètement partie de leur projet. Donc c'est aussi différentes approches parce que qui fait les bons choix, pas bons choix, il y en a qui ont percé grâce à ça, donc c'est très bien, ils sont devenus très forts et d'autres beaucoup moins, donc c'est un peu la loterie aussi à ce moment-là. Donc pas évident comme décision à prendre à cet âge-là surtout. Hein. Ouais, alors après, tu sais, moi je suis papa de 4 enfants, 2 grands qui sont majeurs, et j'en parlais encore ce matin avec un copain avec qui on a fait un petit run. C'est vrai qu'on demande beaucoup,
je trouve, à des jeunes. Alors, peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était différent parce qu'on avait déjà une autre orientation dès le plus jeune âge. Et puis surtout, on n'était pas dans un monde aussi plein d'informations, plein de choix. En gros, t'avais pas trop le choix, quoi. Tu venais d'une filière ou tes parents venaient d'une filière et en général, tu t'orientais dans la même filière. Et puis quand t'avais la chance d'avoir des parents qui avaient fait des bonnes études ou qui avaient réussi, et bah, ton chemin était presque tout tracé. Maintenant, t'as tellement de choix, de possibilités que, en gros, à 18 ans, voire même 17, si t'es un petit peu plus avancé que les autres, on te demande de choisir quel va être ton avenir. On te demande de choisir quelles sont tes études. Ou, si t'es sportif, de faire un choix entre sport et études. Parce que tu l'as dit, en France, le système n'encourage pas non plus forcément. Alors, il y a des possibilités, il y a des universités, il y a des écoles, etc. Mais il y a des choses quand même. Hein. Je dis pas qu'il y a rien, mais c'est quand même limité, ouais. Et si on n'a pas accès aux sources d'information, ou comme moi, on se blesse à la dernière année du lycée, puisqu'ils demandent des résultats forcément pour intégrer ce type d'école. Donc là, à ce moment-là, pareil, j'avais été approché par les universités américaines au moment justement de mes performances, notamment en athlée dans cette année de terminale, juste avant l'appendicite. Bah, j'ai plus une nouvelle d'eux une fois que j'avais eu l'appendicite, une fois que je faisais plus de résultats. Normal, ils vont chercher les personnes qui font des résultats. Donc voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu le début de ton histoire, ce qui est formateur pour toi, ce déclic où tu te dis, bon, bah, toute l'énergie que je mettais dans le sport, pour l'instant, je peux pas, ou pour l'instant, je suis dégoûté, ou j'ai plus envie, donc je vais plutôt la mettre dans les études. Et ça a été pour toi le début d'un cycle d'études de haut niveau, si je ne m'abuse. C'est ça. Du coup, là, je me suis focalisé sur les études, donc ça a pas j'ai parlé de 5-6 ans. Au début, ça devait pas durer 5-6 ans. Donc au bout d'1 an ou 2, je me suis dit quand même... Voilà, là, je me suis bien focalisé sur mes études, je suis bien rentré dedans, c'est cool. J'aimerais bien me remettre au sport parce que je sentais quand même intérieurement qu'il me manquait quelque chose, même si c'était pas pour en faire à un bon niveau ou quoi. Juste de pouvoir en faire, voilà, c'est quelque chose qui en tout cas, qui me réattirait à nouveau. Donc, j'avais fait un peu mon deuil, je pense, du passage en terminale. Et à ce moment-là, je me suis renseigné pour rejoindre des clubs ou autres. Et malheureusement, là, c'est l'aspect financier qui a fait que j'ai pas pu reprendre le sport. Donc à ce moment-là, j'avais des bourses, j'avais du mal à m'en sortir avec mes bourses, donc payer des licences qui coûtent assez cher, du matériel sportif et tout ça, c'était impossible. Surtout le triathlon, on connaît le prix. Donc j'avais imaginé peut-être faire la course à pied qui coûte moins cher, mais finalement ça a quand même un sacré coût. Donc au final, pendant 2-3 ans de plus supplémentaires, j'ai continué de pas en faire, quoi. Cette fois-ci pour des raisons financières. Ouais, parce que quand tu parles de coût, y en a qui pourraient se dire, ouais, bah c'est bon, la course à pied, un vieux short, un vieux t-shirt, une paire de baskets, et puis c'est bon. C'est plus vrai aujourd'hui. Oui, c'est pas forcément faux, mais tout dépend aussi du niveau que tu as aussi, ou que tu souhaites atteindre. Si tu cours 100 bornes par semaine, au bout d'un moment, tu vas être très vite limité par les vieilles baskets de papy qui étaient dans le garage, quoi. Il va te falloir une vraie paire de pompes, et puis si tu cours 100 bornes par semaine, tu dois quand même avoir un certain niveau. Et en plus, après, de la route, de la montagne, etc. Donc, c'est effectivement plus si vrai que ça. Moi, je suis complètement d'accord. Et il y a aussi l'aspect, le fait que je savais pas non plus comment m'entraîner. J'avais toujours été suivi par des coachs et je connaissais rien en coaching, donc je pouvais pas, pour moi, dans ma tête, je pouvais pas m'entraîner tout seul. Donc, courir sans savoir ce que je faisais, c'était pas quelque chose que j'imaginais, quoi, possible. Et à l'époque, pareil, on parle il y a plus de 15 ans, on pouvait pas trouver des plans d'entraînement aussi facilement sur Internet qu'aujourd'hui, ou des choses qui peuvent au moins nous donner un peu une indication. Enfin, maintenant, aujourd'hui, on a des chaînes YouTube, des podcasts qui nous permettent de s'instruire, en fait, sur le tas, sur comment se coacher et tout. Donc, aujourd'hui, je pense que ce serait possible. Mais à l'époque, malheureusement, ça l'était pas. Bon, on a même des apps, mais bon, on en parlera plus tard. Exactement. Mais on s'est planté de podcast, en fait. On aurait dû enregistrer sur l'autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, où justement je rentre dans les vestiaires des sportifs de haut niveau, et sur ce sujet qui est juste primordial, c'est le financement des carrières. Peut-être qu'on fera un deuxième thème, une deuxième invitation. Avec plaisir. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc tu commences tes études. Ouais, et du coup, en gros, là, j'obtiens une licence en maths appliquées. Donc, je faisais beaucoup de maths, pas mal d'informatique à ce moment-là. Alors pour les petits jeunes, licence c'est bac+3, maintenant on compte plus en licence, on compte en M1, M2, etc. Donc licence c'est bac+3. Exactement. Et du coup j'obtiens cette licence. Au niveau du master, je voulais me spécialiser un peu plus en informatique. J'avais commencé à toucher à l'intelligence artificielle aussi parce que j'avais des options neurosciences et sciences cognitives lors de ma licence. Donc là en France, j'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient, il n'y avait pas grand-chose. Donc je suis parti aux États-Unis et au Canada, donc en Amérique du Nord, où j'ai pu là approfondir mes connaissances en tout ce qui est justement informatique, mais plus précisément intelligence artificielle. Donc j'ai eu la chance de passer par Berkeley en Californie pendant du coup 1 an et demi de mes études.
Et voilà, au retour de... Ah si, il y a aussi quelque chose aux États-Unis, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'ils ont le sport universitaire et Canada pareil. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu reprendre le sport via les équipes universitaires de triathlon. Ça c'était en Californie. Et du coup, course à pied, cross-country quand j'étais à l'UQAM au Canada. Et du coup, c'est ce qui m'a permis vraiment de reprendre à un bon niveau. En tout cas, de retrouver beaucoup de plaisir et de bien m'entraîner de manière structurée et tout ça. Et de retrouver un peu les joies du sport, quoi. Donc là, ça m'a fait vraiment du bien à ce moment-là. On est là-dessus, on parle un peu de la différence entre la France et les États-Unis, enfin entre la France et le continent nord-américain, on inclut les États-Unis et le Canada. Sans mystifier l'outre-Atlantique, peut-être que toi qui l'as vécu, tu peux nous parler de ces différences. On disait tout à l'heure un petit peu sur le ton de la rigolade, mais pas tant que ça, que la France était peut-être pas forcément faite non plus, hormis certaines structures, pour favoriser des doubles ou des triples projets qui incluent du sport de haut niveau avec des études, du travail ou autre. Aux États-Unis, qu'est-ce que tu as connu ? Du coup, c'était aux États-Unis, c'est clairement le sport, ça peut faire partie de tes matières. Donc tu vas obtenir des crédits. Donc eux, ils n'ont pas les diplômes. En fonction de si tu as 10 de moyenne pendant les 3 ans, tu obtiens ton diplôme. Enfin, là-bas, c'est sur 4 ans le cycle licence, c'est le bachelor. Là-bas, en fait, tu vas obtenir des crédits chaque année. Donc, tu choisis un cours. C'est des cours à la carte. Tu choisis un cours, tu le passes suivant la note. Tu as tant ou tant de crédits. Non, je crois qu'il suffit juste de l'avoir et tu as tant de crédits. Et après, à côté, tu peux obtenir des crédits via le sport. Après, ça c'est tous les aspects positifs pour moi des États-Unis. Il y a d'autres aspects qui sont clairement négatifs et qui sont un peu liés. C'est le coût de la vie et le coût de l'inscription universitaire aux États-Unis. Donc dans l'université où j'étais, ça peut monter jusqu'à 40 000 € l'année. Donc ce qui est vraiment pas non plus, c'est clairement pas les mêmes budgets qu'ici en France. Donc ça, c'est les aspects qui sont clairement négatifs. Mais si tu arrives à avoir un certain niveau en sport ou sur tes projets à côté, parce que là on parle du sport, mais ils peuvent très bien faire du théâtre, ils peuvent très bien faire... Il y a plein de projets, donc ils peuvent... Des échecs, de la musique, tout ce que tu veux. Voilà. Quoi. Tout ce qui peut être... tout ce que nous on va appeler hobby, en fait, eux ils le font pour des crédits, pour des choses, pour en gros se construire eux-mêmes, quoi. Et du coup, si on est bon dans ces disciplines-là, il suffit d'être bon, hein, tu n'as pas besoin d'être vraiment sportif de haut niveau ou être incroyable. Si tu es bon, en fait, tu vas réussir à obtenir des bourses qui vont te permettre de payer ces fameux 40 000 €. Donc, si tu arrives à sortir un peu du lot, mais sans être non plus énorme. Donc, voilà, ça c'est pour les aspects un peu financiers. Je pense qu'il y a cette partie-là. Il y a l'aspect communautaire aussi, que je trouve vraiment génial au Canada et aux États-Unis. Donc, ils vont vachement mettre l'accent sur le groupe autant que sur le sport en lui-même ou l'activité que tu fais. Donc en fait, une fois que tu t'intègres l'équipe, il y a plein de choses qui sont mises en place pour que tu vives un peu avec l'équipe, que tu fasses plein de choses, des restos, des trucs. Il y a vraiment un aspect community qui est mis en place, quoi. Donc, yeah, that's team spirit, man. Ouais, exactement, ouais. Et ça, je trouvais ça aussi excellent, quoi. Là où en France, on a nos contrôles et à qui aura la meilleure note. C'est team individualiste, par contre. Faut avoir la meilleure note possible pour sortir du lot et du coup quitte à écraser ton voisin, quoi, ou ton binôme. Donc voilà, c'est pas du tout le même esprit. J'avais trouvé ça vraiment très cool, mais comme je dis, il y a tous ces effets négatifs qui sont le coût de la vie, le coût des assurances pour la santé et tout ça. Donc se blesser aux États-Unis, clairement c'est pas la même chose que se blesser en France. Donc il n'y a pas de vrai bon modèle, mais en tout cas j'avais trouvé ça intéressant pour moi à ce moment-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est sur l'aspect logistique, parce que finalement aux États-Unis, tu as des énormes campus qui sont presque des villes universitaires où en gros tu as ta salle de classe, tes dortoirs ou ton appart, la confrérie, souvent on parlait de la communauté, l'aspect communautaire. Vraiment. Et puis, tu as les infrastructures de sport ou d'échecs ou de culture ou de théâtre ou de ce que tu veux. Donc, en fait, tu fais tout presque dans un mouchoir de poche. Ça facilite aussi les choses. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec des sportifs, notamment qui sont à Paris. T'en as qui s'entraînent dans le 93 et puis qui vont s'entraîner, qui vivent dans le 93, qui étudient dans le 93, puis qui vont s'entraîner à l'INSEP. Rien que pour y aller, il faut traverser tout Paris. Ouais, quoi. Et c'est clairement compliqué, tu mets 1 heure à l'entraînement, 1 heure, voire peut-être 1h30. Hein. Alors que là-bas, comme tu dis, sur le campus, tout est à côté. Là où j'étais à Berkeley, il y a 4 piscines sur le campus. Donc voilà. À Bordeaux, là où je vis actuellement, il y en a 4, mais surtout Bordeaux agglomération. Enfin, j'exagère un peu, il y en a un peu plus. Mais pour des millions et des millions de personnes, alors que là-bas, c'est pour les 30 000 élèves, quoi. Donc c'est pas du tout les mêmes infrastructures.
Mais l'un est lié aussi à l'autre, c'est que s'ils payent aussi cher le prix de l'inscription à l'université, c'est aussi pour tout ça. Donc je sais qu'il y a le stade de football américain, parce que là-bas c'est leur religion. Il fait 120 000 places, je crois, c'est-à-dire que c'est supérieur au Parc des Princes ou Stade de France, pour faire la comparaison avec là où on est en France. Donc voilà. Et ça, c'est juste sur un seul campus, et c'est pour leur équipe universitaire, quoi. Donc de football américain ici. Donc voilà, c'est pas les mêmes gammes de prix, pas les mêmes infrastructures, mais voilà. Et à ce moment-là, parce que tu parlais tout à l'heure de l'aspect financement, comment tu finances tes études? Alors du coup, j'ai eu la chance d'obtenir des bourses françaises pour étudier alors pour les universités prestigieuses, il y avait des grosses bourses. C'est pareil, le coût de la vie en Californie, du côté de San Francisco, c'est clairement pas donné. Donc j'aurais pas pu à ce moment-là. Mais j'ai obtenu ces bourses françaises. Quand c'est une université du top 4, ils donnent des très grosses bourses, ouais. Donc ça, c'est cool. Et à l'UQAM, au Canada, j'ai été faire un semestre là-bas aussi. Là, c'était en fait c'est des échanges avec la France, donc au final c'est plus facile dans le sens où c'est gratuit, quoi. Moi, je crois que c'est plus vrai actuellement. Justement, quand j'y étais, ça commençait à changer parce que je crois que les Montréalais, du coup j'étais à Montréal, les Québécois de manière générale, on avait un peu marre que les Français arrivent parce qu'ils avaient un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, parce que du coup eux payaient pas les frais d'inscription, donc ils étaient prêts à payer les apparts plus cher, donc ça augmentait le prix des loyers, alors que eux étaient obligés de bosser à côté de leurs études pour financer leurs études, donc quand ils voyaient les prix des apparts augmenter, ils étaient pas super contents. Donc je sais qu'à l'époque c'était déjà un problème, et je sais pas où ça en est aujourd'hui. Tant qu'à faire, quand il y a des possibilités pour pouvoir s'élever, autant les prendre. Donc du coup, toi, le fait d'intégrer ces universités américaines, nord-américaines, ça te permet effectivement de te remettre au sport. Ça veut dire quoi pour Aurélien, se remettre au sport? Du coup, c'est quand même reprendre à un certain niveau. Ouais. Parce que j'avais commencé à reprendre juste quelques mois avant de partir aux États-Unis. En France, j'avais commencé à m'approcher du club des Girondins de Bordeaux Triathlon, où je suis toujours actuellement. Mais du coup, là, c'était vraiment dans l'optique de reprendre le sport, retrouver un peu de finesse. Donc, j'avais pris un peu de poids et tout ça. Du coup, je voulais me remettre en forme, et je sentais, comme je disais aussi, que psychologiquement, ça allait me faire du bien. Donc, j'avais commencé à me réentraîner. Cette fois, j'avais un peu plus de budget. Donc, j'ai pu commencer à me réentraîner comme ça. Arrivé là-bas, du coup, il y avait un sacré niveau, quoi. Quand j'étais à Berkeley, par exemple, il y avait des anciens nageurs qui se mettaient au triathlon. Donc, ils nageaient moins de 4 minutes au 400, ce qui était limite une norme là-bas. Voilà, c'était vraiment impressionnant, donc ça motive aussi quelque part d'avoir des gens comme ça. Après, les anciens nageurs, ils savent pas forcément tous bien courir, mais ça, c'est un autre sujet. Justement, c'est ceux à qui je pense, et eux, ils disaient, ouais, c'est cool, en France, vous savez vraiment bien courir, parce qu'on a vraiment un gros niveau en course à pied. Mais bon, eux en natation, c'est hors norme aussi, donc voilà, chacun est jaloux de ce qu'a l'autre, et c'est dur aussi, ça on pourra revenir, mais le triathlon, c'est vrai que c'est 3 sports, et c'est pas évident de progresser dans tous les sports et d'être au top dans tous les sports. Donc faut y aller par sport, par palier, voilà. Donc c'est pas évident. Ouais, puis surtout que je pense que ces dernières années, en fait, on va dire ces 2-3 dernières décennies, bah oui, parce que je suis vieux quand même, le triathlon a pas mal changé. C'est vrai qu'au début, on en avait beaucoup de pratiquants qui étaient forts dans un, voire 2 sports, et puis qui limitaient la casse dans le 3e. Maintenant, on tend quand même à avoir déjà des stars dans chacun des 3 sports et qui sont quasiment au même niveau d'excellence dans les 3 sports. Des super nageurs, des super rouleurs et d'excellents coureurs. Bon, ça change quand même le visage et la pratique d'un sport. Ouais, complètement. Et je me rappelle qu'au lycée, d'ailleurs, on avait ce truc-là quand j'ai intégré sport-études. En fait, il y a beaucoup qui misaient, c'était beaucoup d'anciens nageurs qui arrivaient justement et qui ils charbonnaient énormément en course à pied, et ils disaient en fait en vélo, y a pas, en gros, si je nage bien, je suis dans le premier pack, je reste planqué et je donne sur la course à pied. Mais laisser toujours, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de laisser un peu un des sports de côté, et voilà. Quand on roule en pack, c'est souvent le vélo qui est mis de côté, et sur les très longues distances, souvent la natation qui est mis de côté, surtout pour ceux qui connaissent, qui commencent un peu tard. C'est là où on va perdre le moins de temps sur la distance totale. Donc voilà, autant. Et c'est aussi ça qui prend le plus de temps pour progresser. Donc voilà. Donc là, tu te remets au triathlon déjà aux États-Unis ou uniquement à la course à pied? Triathlon. Du coup, là, j'intègre l'équipe du coup de l'université en triathlon. Ouais, c'est vrai qu'en plus, San Francisco, ça doit être horrible pour s'entraîner. Il pleut tout le temps, il fait jamais beau, il n'y a pas de plage. Pour nager, ça doit être galère. Non, t'as dû souffrir, mon pauvre, vraiment. C'était vraiment dur. Là, c'était vraiment excellent. Surtout que moi, j'étais à Berkeley, l'autre côté de la Bay Area. J'étais pas dans San Francisco, donc en plus, nous, on était directement dans la nature pour aller rouler. On avait direct les montagnes et tout ça à côté, donc c'était vraiment parfait.
Et comme tu dis, il y avait tout le temps le soleil, mais vu qu'on est en bord de mer, il faisait pas non plus trop chaud, donc c'est un peu la température idéale tout le temps. Après, la ville de San Francisco en elle-même, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il fait tout le temps beau, mais en fait, à 16 heures, il y a tout le temps un énorme brouillard qui arrive et qui refroidit toute l'atmosphère et tout ça. Donc au final, il fait pas non plus si beau que ça à San Francisco. Mais nous, on était de l'autre côté de la baie et tout ça, donc c'est parfait. Bah, c'est déjà, je pense, plus sympa que la Bretagne, mais ça, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Rien à voir. Triathlon à Berkeley et aussi un peu à l'UQAM, donc Université du Québec à Montréal. À ce moment-là, t'en es où en termes de reprise du sport, reprise des sensations et puis évolution d'un point de vue palmarès, on va dire. Alors du coup là, vu que j'ai transité entre le Canada, du coup j'étais en Californie puis Canada puis Californie puis un retour en France. En Californie, j'ai pas été dans la bonne période pour la saison de triathlon, donc j'ai pas pu en faire en compétition là-bas. Donc je m'entraînais toute l'année avec eux, mais pendant la période des compétitions, il se trouve que je me suis retrouvé au Canada, où là j'ai intégré l'équipe de cross-country, parce que c'était la saison des crosses en septembre. Ça commence super tôt pour eux, normal, vu le temps qu'il fait après en janvier, février. Donc à ce moment-là, je me suis plus focalisé sur la course à pied. Et l'idée c'était vraiment de retrouver un très bon niveau en course à pied, enfin en tout cas le meilleur possible, quoi. Et je me suis focalisé. En plus, j'avais mon coloc qui s'est mis aussi dans l'équipe universitaire. Et d'ailleurs, mon coloc, c'est Maxime Lopez. Donc, il a une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle Runwise. Donc, pour ceux que ça intéresse, il parle beaucoup de sciences, sport et psychologie. Donc, super intéressant. Il est super pointilleux. C'est très cool pour ceux qui veulent écouter. Donc, on s'était bien motivés tous les deux pour aller aux différents championnats. Et là, j'avais réussi à aller au championnat canadien de cross-country. Donc, c'était cool. C'était vraiment une bonne période, voilà. Donc là, je sentais que enfin, je retrouvais un niveau de compétitivité. Tout ça en continuant tes études, évidemment. Exactement, ouais. Ouais, tout ça, ouais. Et du coup, je continue et effectivement, je termine le master. Là, je reviens en France, je commence le doctorat. Et du coup, toujours dans le même domaine, je suis en informatique, je suis en intelligence artificielle plus particulièrement. Et l'idée... Attends, l'intelligence artificielle en 2015, mais ça n'existait pas à ce moment-là. L'intelligence artificielle, c'était décembre 2022 quand OpenAI a sorti ChatGPT, non? En vrai, l'IA, enfin, du coup, les algorithmes qu'on peut connaître pour la reconnaissance faciale, par exemple, ces algorithmes-là existaient déjà en 1990. Donc ça, très peu de gens le savent, mais les premiers modèles d'IA qu'on utilise aujourd'hui ont été créés dans les années 90, sauf qu'il n'y avait pas du tout assez de données pour qu'ils soient performants. Donc tout le monde a dit, en fait, c'est des réseaux de neurones, on appelle ça les réseaux de neurones artificiels. Ça sert, voilà, ça marche pas, tant pis, quoi. Donc les papiers, les articles ont été un peu mis de côté pendant 10-15 ans. Et c'est entre 2005 et 2010 qu'on a commencé à récolter beaucoup de données qu'on a ressorti un peu ces vieux papiers, enfin notamment Yann Lequin qui est français. Grâce aux Chinois qui faisaient pas mal de reconnaissance faciale et autres et qui pouvaient alimenter la machine. Du coup après ça, tiens, je sais pas. Mais en tout cas, eux, d'un point de vue recherche, en tout cas en IA, ils ont eu assez de données, ils ont démontré que leurs algorithmes étaient très performants. Et du coup, après, il y a eu plein de choses donc ça a été d'abord les réseaux de neurones artificiels pour les reconnaissances faciales. Donc, comme tu dis, je pense que les Chinois ont pas mal utilisé. Je sais que c'était Facebook aussi, parce que c'est un Français, Yann Lequin, qui avait été auteur du premier article dans les années 90, qui a ressorti ça, qui est devenu directement directeur du labo d'IA de Facebook. Et du coup, c'est Facebook qui a vachement développé... Donc, je sais pas si, pour ceux qui se souviennent, en 2012-2013, quand on passait la souris devant une image, ça proposait non pas de nommer la personne, d'inscrire le nom de la personne, ça proposait directement le nom de la personne. Donc, ça reconnaissait qui était cette personne grâce à tout ça. Donc, je pense que ça a été le premier truc bluffant un peu de l'IA, ce qu'a pu montrer l'IA. Après, il y a eu... D'ailleurs, ça n'existe plus ça sur Facebook, mais par contre, je sais que Google... Ils ont retiré, ouais, direct. Dans certains pays, c'était autorisé au début, je crois qu'ils ont retiré partout, parce que ça faisait scandale. Et par contre, Google, notamment Google Photos, analyse automatiquement tes photos et certaines fois, quand tu te connectes sur Google Photos, il te propose, est-ce que cette personne-là, c'est bien celle que tu crois? Est-ce que c'est bien le même visage? Il te demande de l'aider à reconnaître, mais Google Photos est assez pertinent pour ça, au niveau de la reconnaissance faciale. Ouais, ça m'étonne pas. Après, ils ont développé, c'est le même algorithme, du coup, avec des paramétrages un peu différents, mais ils ont tous réussi à du coup, bien évoluer grâce à ça. Ouais. Donc tous les gros, même Microsoft et tout aussi, s'en servent beaucoup. Hein. Donc ça, après, il y a eu le jeu Go. Je pense ça a été le deuxième, je pense, gros facteur. Donc c'était
quelques années ou peut-être juste 1 an ou 2, donc le champion du monde d'échecs qui a été battu par un algorithme. Ça avait pas mal buzzé. C'était basé sur le même algorithme. Hein. C'était toujours des réseaux de neurones artificiels. Bon, après, dans les détails, c'est des paramètres différents, des choses. Il y a quand même des choses qui changent, mais la structure globale de l'algorithme, c'est la même idée, quoi. Donc là, tu bossais là-dedans? Alors, ouais, du coup, moi, quand j'ai fait mon stage de fin d'études à Berkeley, je bossais sur, du coup, tout ce qui était plutôt en gros, les ancêtres de ChatGPT. Donc, c'était plutôt reconnaissance linguistique. Donc, essayer de comprendre le langage humain par les robots. Donc ces fameux LLM, ouais, voilà. Large du coup, Language c'était pas des Model. LLM à l'époque, parce que ça, c'est ce que OpenAI a développé et inventé. Mais nous, on faisait ça plus à l'ancienne, quoi. Avec des gros moteurs, des gros algorithmes qui venaient comprendre les grammaires et du coup essayer d'extraire. Enfin, nous, le but, c'était d'extraire les métaphores du langage humain. Donc, que le robot comprenne quand une personne humaine fait des métaphores. Donc ça, c'était cool. Ça a été utilisé par Google un certain temps, ouais, pour Google Search. Donc ça, c'était top. Bon, après, moi, j'ai juste fait un petit stage dans le cadre d'un énorme projet qui durait depuis 20 ans. Donc, je vais pas dire que j'ai participé à la création de ça, mais j'ai fait la version française notamment de ce truc-là. Et tu as été un petit colibri, tu as apporté ta pierre à l'édifice. Oui, ouais, si on veut, ouais. Mais tout petit. Et du coup, ça c'était. Et après, en revenant en France, en commençant mon doctorat, là, je me suis plus focalisé sur les signaux neurophysiologiques. Donc, en gros, l'idée, c'était qu'on mettait des électrodes sur le scalp de personnes et on essayait de comprendre ce à quoi ils pensaient ou alors les variations de leur état mentaux. Donc, alors attends, parce que sur le scalp, utilise des mots que les gens comprennent et qui ne font pas peur. Parce que moi, tu me dis scalper, scalper, voilà, il va m'arracher les cheveux, c'est un sioux. Non, donc en gros, pour ceux qui ont déjà fait un électroencéphalogramme et non pas un électrocardiogramme, mais un électroencéphalogramme, donc on mesure un petit peu l'énergie, l'activité électrique de votre cerveau et on vous met un espèce de gros bonnet avec des petites électrodes qui vous font un peu penser, non pas à des aiguilles, mais c'est pas forcément très agréable. En plus, on rajoute un petit peu de gel, de liquide pour les connexions de gel. Voilà, et puis on vous met ça sur la tête et après on branche ça à une machine qui elle va analyser vos signaux électriques un peu comme un électrocardiogramme qui lui est pour le cœur, mais là on le met sur la tête pour analyser l'activité du cerveau. Exactement. Donc c'est ça, le scalp, c'est la tête là où on pose le bonnet. Exactement. Ouais. T'as super bien défini tout le process. Ouais. Donc c'est exactement ça. Et nous on récupère les signaux, donc on faisait faire des tâches aux utilisateurs et nous on essayait de développer des algorithmes, enfin même on le faisait, qui apprennent à reconnaître ce à quoi la personne est en train de penser. Donc on lui fait faire plein de fois la même tâche et puis au bout d'un moment, du coup on fait apprendre l'algorithme sur les signaux qui ont été reçus pendant ces tâches et après on demande à la personne de faire des nouvelles tâches et là l'algorithme doit se débrouiller tout seul pour reconnaître ce à quoi la personne est en train de penser. Donc ça je l'ai fait. Ah donc on sait lire dans la pensée. Alors on aimerait bien et je pense que voilà tu le saurais si c'était le cas, mais non malheureusement, enfin on arrive à faire des choses mais c'est encore ultra limité. C'est très très limité. Ouais, en gros, on arrive à savoir quand est-ce que la personne elle pense, ou elle dort, ou elle est en train de lire ou de regarder un film, mais c'est pas forcément ce à quoi elle pense. On peut aller un peu plus loin que ça. Donc, par exemple, nous, on a participé à des compétitions de personnes qui utilisent, qui sont tétraplégiques et qui apprennent à utiliser ces interfaces cerveau-ordinateur. Désolé. Du coup, elles participent à des compétitions où elles doivent, en gros, contrôler un vaisseau spatial ou une voiture. La faire tourner à droite, à gauche, allumer les feux, éteindre les feux, ralentir, accélérer. Donc, il y a quand même plusieurs commandes motrices qui sont possibles actuellement voilà. Et le but de ces compétitions, c'était que, d'une compétition d'un point de vue ingénierie pour développer le meilleur algorithme possible. De deux, entraîner l'athlète, donc la personne tétraplégique qui n'a pas utilisé ses membres pendant des années et des années, de voir comment le cortex moteur peut répondre à ça des années après et voir comment elle peut réussir à avoir des bons scores. Et si elle arrive à avoir des scores de 100%, comme c'était le cas pendant la compétition, du coup elle est capable de contrôler son fauteuil roulant par la pensée. Donc ça c'est cool. En tout cas, tourner à droite, à gauche, avancer, ralentir, etc. Donc, c'était le genre de choses qu'on faisait. Juste pour comprendre, restons un peu dans on aura fait beaucoup de parenthèses quand même sur le sujet, mais en gros, on arrive à détecter des patterns, donc en fait des templates de modes de pensée. Donc en gros, on sait à peu près dire là ce qu'il est en train de penser ou la façon dont son cerveau réagit. Ça veut dire qu'il est en train de penser qu'il faut que mon fauteuil tourne à droite. Là, ça veut dire qu'il faut que mon fauteuil tourne à gauche. On a entraîné la machine pour ça. Par contre, on ne saura pas forcément dire tiens, là il est en train de se dire je boirais bien un café. Ah oui, non, complètement.
Mis à part si on l'a entraîné à se dire ça pendant longtemps et que l'algorithme a appris ça. Donc voilà, c'est toujours pareil. Les tâches sont ultra limitées parce que rien que pour différencier 4 types de classes, on appelle ça, du coup, 4 types d'actions différentes à faire, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'entraînement de la personne et voilà, et beaucoup de développement de la machine. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Yeah. Et est-ce que ça va être les mêmes patterns un petit peu pour tout le monde? C'est-à-dire toi et moi, on va penser ou on va avoir le même type d'activité cérébrale pour dire va à droite Exactement. Ou va à gauche, ou est-ce qu'il va falloir à chaque fois réapprendre à la machine à fonctionner selon le mode de fonctionnement, de pensée, de raisonnement de quelqu'un d'autre? Voilà, et justement le raisonnement il est pas dedans malheureusement. Mais l'idée généralement, ce qu'on prend comme base, c'est une personne qui veut aller à droite, on va lui dire de penser à un mouvement de la main droite par exemple dans sa tête, donc s'imaginer faire l'imagerie motrice, on appelle ça. Du coup, la zone de l'hémisphère gauche, parce qu'à chaque fois l'hémisphère gauche contrôle tout le côté droit du corps, donc la zone de l'hémisphère gauche du cortex moteur va s'activer, donc tous les neurones à cet endroit-là, les réseaux neuronaux vont s'activer, l'algorithme repère ça, donc il comprend que la personne va aller à droite. Donc ça, c'est pour aller droite-gauche, facile. Du coup, il n'y a qu'à entraîner le cortex moteur droit et le cortex moteur gauche. Après, si on va aller plus loin, faire d'autres choses, il faut activer d'autres zones du cerveau pour qu'ils discriminent du mieux possible. Donc là, par exemple, on va faire du raisonnement, du calcul mathématique. Donc c'est dans le lobe frontal, au niveau du front. Et si on veut faire, par exemple, tout ce qui va être visuel, c'est dans le lobe occipital, donc au niveau de l'arrière de la nuque. Et du coup, là, on peut lui faire des exercices aussi à ce niveau-là. Et du coup, plus on veut de classe, plus l'idée, c'est d'essayer de trouver des zones qui peuvent bien se différencier pour que l'algorithme galère pas trop, quoi. Donc, on trique un peu la chose. Tu vois, c'était une parenthèse, c'était un pas de côté, mais ça permet, je pense, aussi de bien comprendre qui tu es comme personne, comme scientifique, comme chercheur, parce que clairement, quand on fait un doctorat dans une science, on est un chercheur. Et voilà, je pense que ça pose un peu le décor. En fait, ça, c'était pour parler de la partie électroencéphalographique. Donc, si on veut aller plus loin, et maintenant, et comme tu dis, là, on a compris d'où je viens en recherche. Maintenant, ce dont on pourrait parler, je prends un peu les devants, donc c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait après le doctorat. Et du coup, pour faire la transition, je voudrais juste indiquer qu'à la fin du doctorat, je me suis plus focalisé sur les signaux électrocardiographiques cette fois, donc du rythme cardiaque. Donc l'idée, c'était de faire la même chose, récupérer des signaux avec des capteurs, des électrodes qu'on met au niveau du cœur. Et cette fois, du coup, d'essayer de... Là, c'était pas... Ce que j'essayais de détecter, c'était des états mentaux, donc par exemple la curiosité ou la charge cognitive de travail dans le rythme cardiaque. Et du coup, pour ça, je développais des nouveaux algorithmes qui allaient s'adapter. Donc, ceux qui étaient utilisés pour l'électroencéphalographie, je montrais qu'ils étaient performants aussi pour l'électrocardiographie. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ces algorithmes pour extraire des choses du rythme cardiaque, du signal cardiaque, et essayer de détecter les choses dedans. Et si j'ai fait ça, c'est parce que à ce moment-là, je commençais à me poser la question qu'est-ce que je vais faire après le doctorat. Il se trouve qu'entre-temps, j'avais repris le sport. Je continuais de progresser, de continuer ma reconstruction, on va dire. Et j'avais pour idée de participer au championnat du monde Ironman 73. Donc pendant tout le doctorat, je me suis entraîné pour ça. Et c'est vrai qu'en dernière année de doctorat, j'ai réussi à avoir ma qualif au championnat du monde 4 semaines avant la soutenance de mon doctorat. Et je me suis dit, là, franchement, j'ai vraiment envie de continuer un peu sur les deux thématiques, quoi. Continuer le sport, ma passion, mais à côté de ça, faire des choses en lien avec ça. Maintenant, je commence à bosser sur le rythme cardiaque. Il y a des choses qui peuvent se faire, se connecter. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierre-Gilles Frisch, mon associé actuel. On a monté une start-up qui, lui, venait de terminer son doctorat sur tout ce qui était analyse cardiaque. Donc, il travaillait sur la variabilité cardiaque, notamment en recherche. Et du coup, voilà, on a décidé on s'entendait bien et tout ça, donc on s'est dit, on va monter une start-up en lien avec ça. Donc là, en fait, il y en a un qui a des compétences dans l'analyse et dans la création d'algorithmes d'analyse du rythme cardiaque. Il y en a un autre qui a des compétences dans l'analyse, dans la traduction, peut-être même la mesure de la variabilité cardiaque. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourra aborder aussi. Et là, vous êtes dit, il y a un truc à faire. Mais vous auriez pu faire dans la santé. Non, vous l'avez appliqué au sport. C'est plus marrant quand même. Exactement. Voilà. Du coup, lui, il avait fait sa thèse, il a eu en sciences du sport. Moi, j'étais passionné de sport. Donc, alors, la santé, on y avait quand même pensé au début. Donc, on a dû avoir fait une étude de marché pour essayer de prévenir, de voir si on pouvait pas créer des algorithmes pour prévenir le burn-out ou la dépression. Donc, on avait été voir des entreprises pour faire une étude de marché là-dessus. Enfin, surtout Pierre qui l'avait fait à l'époque. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que les PDG des groupes ne voulaient pas, en fait, savoir si les personnes avaient été pressenties à faire un burn-out ou une dépression.
Donc en fait, il y a tu m'étonnes. À la limite, créer une boîte là-dessus, ça peut être intéressant. Par contre, quand le patron sait que ses salariés ont de potentiels problèmes qui se dirigent vers le burn-out, ça met en question deux choses. La première, c'est quand tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Tu mets à pied ton salarié pour lui dire, écoute, prends 15 jours de vacances, allez, vas-y, je suis tellement bon comme patron que je vais même te payer des vacances. Je suis pas sûr que ça résolve le problème. Et puis l'autre questionnement, c'est comment est-ce que le salarié il en est arrivé là? Alors ça peut être une question personnelle, ça peut être une question familiale, ça peut être le sport. Mais souvent c'est quand même lié au boulot quand tu arrives à un burn-out. C'est souvent lié au boulot, mais comme tu dis, pas que. Donc peut-être la peur d'être montré du doigt, alors que les conditions de travail étaient très bonnes. Et ultra complexe comme question avec le recul. Nous, on sort du domaine de la recherche. La vie réelle, c'est vrai qu'on a toujours du mal à se l'imaginer. C'est un truc qu'on a remarqué aussi en créant la startup. Donc il y a quand même une grosse barrière entre ce que nous on fait en recherche et le monde réel, quoi. Parce qu'on pense qu'on va réussir à faire. Et la recherche, tout simplement, ça vous branchez pas? Parce que la recherche en France, c'est comme aux États-Unis. Vous êtes blindés une fois que vous commencez à faire de la recherche scientifique. Alors non. Vous avez compris le hashtag ironie, évidemment. Exactement, ouais. Alors ouais, non, c'est quand même de mieux en mieux, mais bon, ça reste quand même très limité. Donc en doctorat, voilà, on gagne très très peu. Enfin, c'est très compliqué de vivre quand on est en doctorat. Ils ont augmenté les salaires, mais finalement, voilà, donc c'était il y a 3-4 ans, ils les ont augmentés. Ouais, j'ai déjà fini mon doctorat. Mais finalement, avec l'inflation qu'il y a et tout, en fait, c'est juste qu'ils ont fait une régularisation. C'est pas qu'ils sont mieux payés ou quoi. Par rapport au niveau de vie, je pense qu'ils, finalement, avec l'inflation, ils sont toujours pas si bien payés que ça. Donc voilà, grosse question. Après, une fois qu'on est chercheur permanent, au bout de quelques années d'ancienneté et tout ça, on commence quand même à bien gagner sa vie. Mais puis surtout quand on publie, qu'on est reconnu par ses pairs et reconnu par des institutions ou par des boîtes qui t'embauchent pour tes compétences. Donc ouais. Il y a plusieurs possibilités, c'est de rester dans la recherche publique, mais de faire des vacations, enfin en tout cas faire du consulting pour des boîtes privées, ça c'est possible. Donc c'est toujours les instituts vérifier qu'est-ce qui est fait. Donc c'est un moyen d'arrondir ses fins de mois un peu, je pense. On peut donner des cours aussi. Bon, ça c'est pas très bien payé. Et voilà. Mais sinon, à niveau égal, donc là je pense par exemple à mon directeur de thèse qui est vraiment une machine dans le domaine de l'IA au niveau international. S'il allait chez Google, son salaire serait pas du tout celui qu'il a en recherche publique. Parce que là, il est en recherche publique. Donc même, il aura beau faire du consulting ou quoi. Effectivement, ça pose des questions quand même. Là où je sais qu'en Californie, les professeurs de l'université et tout gagnaient très très bien, quasiment comme quelqu'un qui bosserait chez Google ou quoi. Donc voilà, ouais. Clairement, ouais. On est quand même toujours. On en revient à cette histoire du financement public, de la recherche, de l'enseignement, etc. Aux États-Unis, les études coûtent extrêmement cher. Ça paye des bons profs aussi. Entre 20 et 50 000 euros l'année, suivant les universités. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de bien payer leurs professeurs. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de bien payer les chercheurs. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de proposer un campus au top. Ce qu'on n'a pas en France. Après, c'est une question structurelle, mais on va peut-être pas rentrer dans ce sujet-là. Mais du coup, après, il y a toujours les chercheurs qui le font par passion. Et comme je dis, c'est pas non plus les pires salaires du monde. Même par vocation. Ouais, exactement. Passion, vocation, ouais. Ouais, parce que je pense que c'est même plus une passion, c'est vraiment une vocation. Hein, pour savoir que tu peux être payé 100 fois plus chez Google pour faire le même boulot, enfin Google ou d'autres. Je pense qu'il faut vraiment être attaché à ton pays, à ta recherche, à tout ce que tu peux ressortir de tes analyses. Exactement, ouais. Je partais sur ce jeu de la recherche publique, mais donc vous décidez à créer une start-up, pas forcément dans la santé, mais plutôt dans le domaine du sport. C'est quoi la démarche finalement? Parce que vous avez fait une étude de marché pour proposer un service, un produit dans la santé, mais pour le sport, ça vient d'où? Pour préciser, c'était Pierre, avant que j'intègre le projet, avant qu'on se rende compte qu'il y avait des marchés pour les entreprises, donc il avait pensé à ça, donc c'était très bien. Mais du coup ça n'avait pas pris, donc là à ce moment-là il s'est dit bon, j'ai plutôt faire une boîte en relation avec le sport. Donc à ce moment-là il a créé une nouvelle ceinture cardiaque qui était plus précise que les ceintures qu'on trouve actuelles sur le marché, qui du coup allait mesurer la variabilité cardiaque d'une manière beaucoup plus précise. Mais quand il a fait l'étude de marché, mis à part quelques personnes qui voulaient se qualifier au JO, donc je crois qu'il avait interrogé notamment Alain Bernard, mis à part eux qui trouvaient le projet intéressant, en fait, le marché, il n'y en avait pas vraiment payé 500 € une ceinture cardiaque. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient été l'acheter. Donc là, il s'est remis encore en question. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et il a commencé une petite étude de marché pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, les sportifs par rapport à toutes ces analyses de cardiaque et tout ça. Et les personnes disaient des plans d'entraînement personnalisés.
Et du coup, moi... Alors juste un pas de côté encore une fois, quand tu dis que ton associé avait commencé à créer une nouvelle ceinture cardiaque et à sonder le marché, ok, ça a pas pris parce qu'effectivement les gens voulaient pas forcément dépenser autant d'argent dans un tel dispositif, mais ça c'était il y a 3, 4, 5 ans. Maintenant, en termes de produits disponibles sur le marché, est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'on a atteint le niveau d'expertise, de compétence de la ceinture cardio-thoracique, comme on dit, qu'avait développé ton associé? Je pense pas. Après, j'ai pas envie de dire non, un nom définitif parce que je sais pas exactement ce que font Garmin ou quoi dans leur service R&D. Mais j'ai pas, en tout cas, il n'y a pas de nouvelle ceinture qui coûte beaucoup plus cher que les anciennes qui coûtent à peu près 100 à 150 euros pour chez Polar, Garmin et tout. Donc, je pense pas. Mais voilà. Mais qui maintenant permettent de mesurer la variabilité cardiaque. Ah, quoi qu'il arrive, les ceintures déjà à l'époque, il y a 3-4 ans, permettaient déjà de mesurer la variabilité cardiaque. Là, c'était un niveau de précision supérieur. Donc, pour aller regarder encore plus, plutôt que de regarder chaque milliseconde, aller regarder chaque centième de milliseconde, ce genre de centième, j'exagère, mais moins. Donc, pour avoir encore plus de précision sur l'état de fatigue du coup de la personne. Et du coup, du coup, là, ton associé, il sonde le marché. En gros, ce qui ressort, c'est ce que cherchent les sportifs, c'est un moyen d'obtenir des plans d'entraînement plus facilement, moins cher, plus vite. Exactement, ouais. Donc, ils vous disent, plutôt que de sortir des ceintures ultra optimisées et tout, nous, d'abord, ce qu'on veut, c'est des plans d'entraînement qui soient individualisés, quoi. Si vous arrivez à faire beaucoup de choses avec des signaux, franchement, faites-nous des plans sur mesure qui soient vraiment impeccables. C'est vraiment ça qui ferait la diff. Et effectivement, c'était au moment où on a commencé à travailler ensemble, au moment où je fais l'étude du marché. Et moi, bien sûr, je dirais que ça a fait tilt, quoi. Pour le mois de 10 ans avant, qui était en galère en tant qu'étudiant, à pas trouver de plan d'entraînement, à pas savoir comment s'entraîner, tout coûtait trop cher. Je me suis dit, voilà, c'est le moyen de donner un outil pour la plupart des coureurs, triathlètes, nageurs, cyclistes qui veulent s'y mettre, mais qui n'ont pas les budgets nécessaires. Donc, on a décidé, du coup, ça c'est un gros parti pris aussi, de faire une application qui fait des plans d'entraînement individualisés, donc d'un point de vue, très très précise, mais à un moindre coût. Donc nous aujourd'hui, nos plans c'est 7,99 € par mois et c'est ultra individualisé. Mais on veut pas aller au-dessus parce que on a des concurrents qui mettent pas mal plus cher. Nous c'est un parti pris de garder ces 7,99 parce que ça nous tient à cœur que ce soit accessible à tout le monde. Justement nous notre idée c'est pas nécessairement de se faire de l'argent ou quoi, c'est vraiment d'aller de trouver une solution pour les personnes qui peuvent pas se payer des licences ou des coachs parce qu'il y a des coachs personnels maintenant de plus en plus. Qui sont très bien et tout ça, mais c'est un coût qui est vraiment énorme, quoi. On parle de 80, 100 euros, même ça monte j'ai déjà entendu parler de 180 € par mois pour un coach perso en très long. Donc là, nous, on voulait avoir cette barrière en dessous des 10 € et 7,99, c'était le prix qu'on trouvait optimal, quoi. Voilà. Après, il faut que c'est un coût parce qu'il faut on peut pas laisser non plus gratuit parce qu'il faut qu'on se paye, qu'on continue notre R&D pour apporter des nouveaux algorithmes qui vont être encore plus précis, qui vont pouvoir prendre en compte plus de choses au niveau cardiaque. Il y a de plus en plus de capteurs aussi, donc voilà, c'est un peu toute l'idée derrière. Tu dis une application qui propose des plans d'entraînement individualisés. Ça veut dire quoi en fait? Parce qu'on l'a déjà vu avec d'autres fournisseurs, d'autres sociétés, notamment des françaises qui proposent des choses comme ça. On va peut-être pas les citer aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Mais quelle différence vous apportez par rapport à vos concurrents et ça veut dire quoi du plan d'entraînement individualisé par un algorithme finalement, ce que je comprends? Exactement. Alors nous, c'est notre expertise en analyse du signal et en intelligence artificielle qui vont nous permettre d'aller justement regarder tous ces signaux à chaque entraînement, à chaque session que la personne fait et d'adapter en temps réel l'entraînement à ce que la personne vient de faire. Donc effectivement, tu parles d'autres applications. Les applications du marché aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est pas des plans d'entraînement individualisés, c'est des plans d'entraînement modulables dans le sens où elles vont pas s'adapter à la progression de l'utilisateur, par exemple. Donc elles vont directement demander quel temps la personne veut faire. Donc là, on parle par exemple surtout de la course à pied. Il n'y a pas encore d'application qui le fait en triathlon. Mais en course à pied, aujourd'hui, la personne doit indiquer combien de temps elle veut faire au marathon dans 6 mois pour que l'application lui propose un plan d'entraînement. Donc ça, en fait, ça veut dire que l'algorithme qu'ils ont, eux, derrière, va juste aller chercher en base de données un plan d'entraînement sur 26 semaines qui lui permet, avec comme objectif de courir en 3 heures, par exemple, le marathon, ou 3h15 ou 3h30. Alors que nous, en fait, on va pas du tout demander le niveau de performance de l'utilisateur au départ. Il se plug à son Garmin, à son Strava. Nous, on récupère toutes les données et nos algorithmes vont analyser au temps T, aujourd'hui, au moment où il s'inscrit sur l'application, qu'est-ce qu'il vaut. Et après, jour après jour, semaine après semaine, l'algorithme comprend comment il progresse.
vis-à-vis des plans d'entraînement qu'il lui a proposés et va optimiser ce plan d'entraînement jour après jour, semaine après semaine, pour l'emmener vers son meilleur potentiel. Donc c'est assez difficile de savoir avant les 4-5 dernières semaines qu'est-ce que la personne va pouvoir valoir. Sur marathon, c'est un peu différent, tu le sais quasiment 8 semaines avant. Et après, c'est surtout de la résistance musculaire et tout ça, mais tu sais à peu près de quoi il va être capable. Voilà. Donc voilà, nous, c'est un peu notre philosophie derrière. Ça, c'est pour le niveau de performance. Comme je disais, la grosse diff aussi, c'est qu'on s'adapte semaine après semaine. Donc dans les plans d'entraînement standards qu'on peut trouver sur Internet ou dans les applications existantes, la personne, en gros, si elle loupe deux semaines d'entraînement parce qu'elle est partie, je sais pas, en voyage ou elle était malade ou quoi que ce soit, si elle remarque bien, ça va lui faire comme si elle n'avait pas loupé ses entraînements. Ça va pas considérer qu'elle a eu 2 semaines où elle a rien fait. Donc ça va reprendre avec du volume qui est beaucoup trop élevé par rapport à une reprise post-vacances, pas blessure du coup, mais aussi ça peut être aussi post-blessure. Alors j'avais 2 questions, je te les pose en bloc et puis après je te laisserai répondre, mais c'est pour être sûr de ne pas les oublier. Déjà tu parles de plugger l'appli avec Strava. Je me suis laissé dire que Strava se permettait parfois de retravailler les données. Par exemple les moments de pause, elle les enlève, suivant aussi le type de course que tu définis. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, mais dans Strava, quand vous avez enregistré votre sortie, votre entraînement, vous pouvez changer en type de sortie. Est-ce que c'est un entraînement? Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est du déplacement? Et suivant ça, il va pas y avoir le même calcul. Donc, est-ce que vous travaillez avec les données brutes que vous donne Strava et puis vous analysez là-dessus, ou vous prenez les données que Strava a remoulinées? Alors, on a de la chance là-dessus, c'est qu'il y a les deux de disponibles. Quand on se connecte à leur API, on appelle ça une API, en gros, on se connecte à leur système, à leur base de données, et ils nous autorisent à venir chercher tant de données par jour. Bon, ils ont une limite qui est un peu embêtante, mais en gros, on va venir récupérer un peu ce qu'on veut. Et dedans, il y a les deux. Il y a la donnée brute et la donnée transformée, préprocessée, qu'on va appeler ça. Et du coup, là, en l'occurrence, on peut récupérer les deux. Et nous, bien sûr, c'est le raw data, enfin la donnée brute qu'on utilise pour nos algorithmes, quoi. Mais c'est intéressant comme question, ouais, parce que sur le rythme cardiaque, par exemple, ça aurait pu poser problème, quoi. Quand on veut, c'est la fameuse variabilité cardiaque, on dit, nous, on va devoir aller aux millisecondes près, regarder qu'est-ce qui se passe. Si on prend des données qui sont déjà préprocessées, du coup, on va avoir des données qui vont plus du tout être précises au millième de seconde près, mais même pas à la seconde près. Donc, du coup, plus aucun intérêt à avoir ces données. En tout cas, pour la variabilité cardiaque, par exemple. Bon, du coup, je garde ma deuxième question, je te la reposerai quand même, mais ça me permet de rebondir aussi. Quid des pauses qu'on prend quand on fait un entraînement? Alors, typiquement, on prend la course à pied. Moi, ça m'arrive, je vais faire mon 15 bornes. À 7 bornes, j'ai une petite envie de me poser, de faire mon petit pipi. Hop, j'appuie sur le bouton stop de ma montre, je fais mon petit pipi et après, je repars. Ton algorithme, il analyse ça comment? Parce qu'en gros, tu vas avoir une chute de la fréquence cardiaque qui correspond au temps de récupération pendant lequel tu fais ta petite pause, quoi. Alors, du coup, nous, on a des modèles derrière qui vont calculer l'énergie dépensée un peu au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est un projet qu'on a toujours, mais on a eu les premières retombées. Un projet qu'on a en partenariat avec l'INRIA, là où j'ai fait ma thèse de doctorat. Donc c'est un institut de recherche en intelligence artificielle justement. Pour schématiser, on va voir quand la personne perd de l'énergie, quand elle en regagne. Je peux pas en dire beaucoup plus et on va pouvoir savoir que effectivement tu as récupéré pendant les 2 minutes où tu as fait ta pause, tu as récupéré. Donc forcément, tu vas, si tu étais en intervalle ou autre, tu vas peut-être être un peu plus fort sur les quelques intervalles qui vont suivre, puis régresser à nouveau. Donc en fait, plus tu t'arrêtes longtemps, plus tu récupères de l'énergie, plus tu vas être capable de faire quelque chose de un peu mieux derrière, quoi. Okay. Donc, en gros, comme il y a l'eurodatage des données, vous savez si j'ai appuyé sur le bouton de ma montre à 11h03 et que j'ai repris à 11h05, vous voyez qu'il y a un creux et donc potentiellement il s'est passé une récupération ou quelque chose et votre algorithme s'adapte là-dessus. Il sait qu'il y a eu une récupération. Même si la personne ne voulait pas nécessairement récupérer, elle n'a pas eu le choix. En fait, elle s'est arrêtée, donc elle récupère. Donc ça influence le reste de la sortie. Sur la partie performance, tu disais certains de vos concurrents, on rentre notre objectif, on rentre le temps attendu, et puis c'est
un plan d'entraînement qui sort, qui est plus modulable que modulé par l'intelligence artificielle aux besoins et au fur et à mesure de l'entraînement. Mais ce qui fait que, et pour être aussi des sportifs, tu sais très bien comme moi, quand on se fixe un objectif, il est rare qu'on se dise, je vais courir un marathon. Combien de temps? Je sais pas. L'objectif, c'est juste de finir. Non, t'as quand même un objectif de temps. Quelle est l'approche des sportifs qui utilisent votre application, de se dire, je mets pas mon temps ou je mets pas ma performance ou je vais m'entraîner et puis l'appli, elle verra dans 3 semaines et elle me dira, avec les données que j'ai récupérées, finalement, tu vaux 2h48 au marathon. Je m'entraînais pour 2h35. Comment je vais faire? Du coup, très bonne question parce qu'on l'a quasiment toutes les semaines par nos utilisateurs. En fait, nous, on est dans un process où on est obligé de déconstruire une image comme quoi c'est normal de donner le temps. C'est les gens ont été trop habitués au plan papier, trouvé dans les magazines, ou comme je disais dans les applications actuelles, de donner son temps. Donc elles sont un peu perdues quand elles peuvent pas donner leur temps. Donc elles disent mais en gros, si je suis vraiment motivé que je vais réussir mieux que mon voisin, alors qu'on part du même machin, j'ai aucun moyen de me différencier de lui, parce que moi j'aurais bien mis 3 heures et lui il aurait mis 3h15, quoi. Et du coup ça aurait été plus dur. En fait non, l'entraînement ça marche pas comme ça. Si tu pars sur 3 heures alors que tu pouvais espérer au mieux 3h15, tu vas te blesser dans le process. Donc ça c'est une question qu'on a tous les jours. Donc pour ça, on est en train de mettre des choses pédagogiques dans l'application. Pareil, j'en parle pas trop, mais de façon à donner du feedback à l'utilisateur. Donc déjà, on a indiqué pourquoi on leur demandait pas le plan d'entraînement. Donc il y a des pop-up qui sortent et qui indiquent bien, le but c'est de t'emmener vers ton meilleur potentiel. On va s'adapter à toi au jour le jour plutôt que ce soit à toi de t'adapter à nous, parce que quand on fait ça, on va droit dans le mur. Donc voilà, c'est toute une question de pédagogie plus après là et de feedback aussi. Donc pareil, on va mettre des graphiques et des choses en place pour montrer que la personne, pour lui montrer à elle qu'elle est en train d'évoluer au cours du temps en termes de niveau de performance. Donc elle est en train de progresser et c'est cette notion de progressivité qui va être vraiment intéressante. Ouais. Donc cette fonctionnalité n'est pas encore sortie, mais d'ici quelques semaines, ça sera bon. Ouais. Et elle sera rassurée du coup au jour le jour, puisqu'elle va voir l'application a compris que j'ai fait une grosse séance et que du coup je suis en train de progresser, que je me sentais mieux que la semaine dernière et du coup parce qu'aujourd'hui l'algorithme le sait et le fait la planification en fonction de ça, mais l'utilisateur a aucun moyen de le voir lui en termes d'interface. Du coup c'est ça qui est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on veut mettre l'accent maintenant plus sur l'interface, plus de feedback, plus de pédagogie. Vous êtes sur quel sport en fait? Parce que notamment vos concurrents, ils sont beaucoup sur la course à pied. Ils n'intègrent pas forcément les 3 autres disciplines, voire le triathlon. Enfin, les 2 autres disciplines du triathlon, voire les 3 disciplines, voire le triathlon de manière générale. Vous êtes sur quel sport? Du coup, pour l'instant, uniquement course à pied. Mais on est en train de développer la partie triathlon. Ouais. Et du coup, tout ce qui va avec natation et vélo. Parce que en fait, natation, vélo, c'est des briques qui après faut les agencer bien sûr avec la course à pied et le vélo. Donc chaque sport va avoir un impact sur l'autre sport. Du coup, c'est à prendre en compte dans la planification de l'entraînement. Du coup, là, on est d'abord en train de développer la natation et le vélo, et après, on mettra les 3 ensemble. Ouais. Là, si vous travaillez que sur la course à pied, ça va pour l'instant pouvoir s'adresser à des coureurs, éventuellement à des triathlètes qui préparent des objectifs de course à pied, que ce soit des objectifs en course à pied sèche, comme j'ai envie de le dire, soit même des objectifs de course à pied en triathlon. Par exemple, il faut que je me prépare sur le marathon de l'Ironman. Mais comment ton appli elle va gérer que cette personne-là, elle fait aussi de la natation, elle fait aussi du vélo, elle fait aussi du home trainer, elle fait aussi du renfo, elle fait aussi, c'est aussi un papa ou une maman qui a une vie de famille, etc. Ça aussi, pareil, on est en train de prendre en compte tous ces... on est en train de développer l'algorithme qui prendra en compte tous ces facteurs qui viennent d'ailleurs. On aimerait bien aussi, d'ici quelques mois, avoir la possibilité de faire d'autres sports à côté. Donc on a beaucoup de demandes des personnes qui font du foot ou du rugby qui veulent aller sur leur entraînement de foot ou rugby pour jouer collectif et tout ça, mais développer le système cardio et autres, le foncier à côté grâce à notre application. Du coup, c'est une bonne question. On est en train de réfléchir à comment intégrer aussi ça. Et comme tu dis, il y a la vie de famille et autres. Donc ça, aujourd'hui, on prend en compte dans le sens où la personne va pouvoir changer ses disponibilités à tout moment. Donc si par exemple, elle a demandé le plan le lundi, ça lui a proposé le plan tel qu'il était proposé. Et le mercredi, elle se rend compte, j'ai mis un entraînement là, mais en fait, je peux pas, je vais aller chercher les enfants à la crèche ou autre. À ce moment-là, elle peut venir sur l'application et demander de changer le plan d'entraînement pour la fin de semaine. Et tout va être pris en compte. Donc tout ce qui a été fait le lundi, mardi. Et ça va recalculer la fin de semaine en fonction de ça. Tous nos aspects recherche veulent prendre en compte au maximum tout ce qui se passe dans la vie privée de la personne, sans savoir
exactement qu'est-ce qui est fait, mais en tout cas, on veut pouvoir savoir à quel point elle va être fatiguée à cause de ça, et du coup adapter l'entraînement. Ouais, parce que du coup, si on prend les sportifs que nous sommes, on a des belles montres au poignet avec un beau capteur cardio-optique qui mesure notre fréquence cardiaque, notre saturation en oxygène, etc. tout au long de la journée. À la limite, pour des personnes comme nous, ça peut vous fournir des données supplémentaires, pour autant que on plug l'appli au fournisseur de la montre. Je pense à Garmin, je pense à Polar ou autres, qui seront pas forcément de la même qualité que celles qui vont être mesurées avec une ceinture cardio-thoracique. Mais bon, vous aurez déjà des données. Donc, par exemple, une montée de stress, un étudiant qui se prépare pour les JO et puis qui en plus doit courir derrière son bus pour pas rater son entraînement à l'INSEP. Bon bah voilà, mine de rien, c'est un truc qu'il faut prendre en compte parce que c'est de la charge d'entraînement supplémentaire, même si c'est juste 3 minutes à courir derrière un bus. Quand tu t'entraînes sur un 10 000 et puis que tu te tapes un sprint sur 400 mètres pour choper ton bus, c'est pas forcément ton sport, donc ça génère tout ça de la charge d'entraînement supplémentaire. Est-ce que c'est des éléments que aujourd'hui vous intégrez ou que vous pourriez intégrer ou que vous voudrez intégrer? Alors, du coup, c'est une bonne question. Donc, alors là, ça voudrait dire de monitorer la vie de l'utilisateur H24. Donc, ça fait beaucoup de stockage de données et tout ça. Donc là, pour le coup, on est trop petit encore pour avoir assez de serveurs pour stocker toutes ces données. Nous, ce qu'on aimerait bien à terme, c'est évidemment de monitorer le sommeil, de monitorer tous les faits et gestes des personnes pour être le plus précis dans la planification de l'entraînement. Aujourd'hui, comme je disais, on se focalise surtout sur comment savoir à partir de quelques minutes, à un moment de l'entraînement, je peux pas dire, savoir dans quel état de forme elle est et du coup le prendre en compte pour tous les entraînements futurs. Donc vraiment se baser, parce qu'en fait le rythme cardiaque il en dit long sur la fatigue de la personne, sur son niveau, sa performance et tout ça. Beaucoup plus. Et c'est pour ça que la plupart des sportifs de haut niveau prennent 5 minutes le matin au réveil leur variabilité cardiaque. C'est justement pour savoir à quel point ils sont en forme ce jour-là. S'ils sont pas en forme, il arrive que l'entraîneur se base sur cette variabilité cardiaque pour décaler les entraînements un autre jour. Parce qu'on est tout... En fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui se passent dans le corps. On peut être en train de combattre contre un virus sans même le savoir. C'est pas parce qu'on n'est pas symptomatique. C'est pas parce qu'on n'est pas symptomatique qu'on n'a rien. On n'est pas en train d'activer le système immunitaire pour combattre contre un virus. Du coup, il y a plein d'éléments, la mauvaise nutrition, manque de sommeil, le stress. On a l'impression, ça va au boulot, j'ai pas l'impression d'avoir trop de stress en ce moment, mais la personne, finalement, elle arrive pas toujours à conscientiser le niveau de stress qu'elle a. Ça a un gros impact aussi sur la fatigue, sur tout le système nerveux parasympathique. Et tout ça, nous, on veut le monitorer, mais pas en le monitorant H24, juste à partir de quelques secondes, quelques minutes à certains moments. Bon, effectivement, la variabilité cardiaque, c'est un bon indicateur. Et on comprend que ça peut aider, notamment ces fameuses 5 minutes où on prend le matin pour mesurer sa variabilité cardiaque. Alors, on parle de 5 minutes parce que c'est un peu le protocole. Après, je crois que ce qui est important, c'est que ce soit toujours le même protocole. En gros, si tu te lèves le matin, tu prends ta variabilité cardiaque, déjà tu passes aux toilettes parce que le niveau de liquide dans le corps peut avoir une influence sur le rythme sympathique, parasympathique, etc. Mais en gros, que tu le fasses, tu te réveilles, tu vas faire ton pipi, tu te mets sur une chaise et puis tu prends ta mesure, où tous les matins tu te lèves, tu vas faire ton pipi, tu vas te brosser les dents, tu prends un café et après tu te poses. L'essentiel, c'est d'avoir toujours le même protocole. Si par contre un jour tu prends le café, l'autre jour tu le prends pas, un jour tu fais ton pipi, l'autre jour tu le fais pas, etc. Là, ça peut apporter des données qui sont parfois un peu biaisées. Mais ça, c'est donc sur la variabilité cardiaque qui donne une bonne indication. En revanche, la fréquence cardiaque qu'on regarde à l'entraînement, ça a quand même ses limites, notamment suivant le niveau de forme, d'entraînement, de fatigue de l'athlète. Tu vas pas pouvoir forcément ressortir les mêmes données. Et ça, est-ce que votre algorithme le prend en compte? Alors, pour schématiser, en gros, il y a des jours, on va faire un 10 km à 50 minutes, toujours le même, et on va avoir une fréquence cardiaque moyenne à 125, et puis le lendemain, il fait moins beau, on est un peu plus stressé, ou alors il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide, on va faire exactement la même course, on va avoir la même sensation, sauf qu'on sera à 135 de pulse. Comment tu gères ça, toi, dans ton appli? Justement, aujourd'hui, on travaille dessus parce que dans les faits, si on a la même température du jour au lendemain, mais qu'on a 10-15 battements de différence, ça veut dire que effectivement il y a quelque chose qui se passe au niveau du système nerveux parasympathique, donc il y a un niveau de fatigue, un niveau de stress ou quoi qui impacte la personne en ce moment. Mais il y a d'autres facteurs et qui sont beaucoup moins évidents à prendre en compte, par exemple la chaleur. Donc aujourd'hui, de plus en plus de monde prennent la température du coup de l'atmosphère. Ce qui va être important aussi, c'est que la personne ne va pas réagir à la température extérieure de la même manière. Donc, qui pourrait être vraiment intéressant, enfin moi j'y crois depuis pas mal d'années, c'est qu'un capteur tout simple qui prendrait juste la température corporelle de la personne à l'effort pourrait en dire beaucoup sur ce qui se passe aussi.
Bah, on l'a aussi de plus en plus, notamment sur les montres Garmin, alors je ne sais pas si c'est extrapolé ou si c'est vraiment un capteur de température, mais qui mesure la température corporelle, au moins au point de contact de la montre. Exactement. Mais ne l'ayant jamais testé moi-même, je ne sais pas ce que ça vaut. Parce que Garmin, ils font plein de trucs qui sont très bien et tout ça, mais il y a des choses beaucoup moins bien et il faut réussir à faire à part des choses. Du coup, moi, je suis un peu... voilà, comme si j'ai pas testé, en gros, je peux pas être sûr que ça marche bien. Donc il y a plein d'outils. Hein. Il y a des bagues maintenant qu'on peut avoir, par exemple la bague Oura, le bracelet Whoop. Il y a plein de choses qui vont nous donner beaucoup d'indications, beaucoup de mesures et tout ça sur la personne. Mais il faut voir, aucun n'a le même capteur et pourtant ils disent tous qu'ils font la même chose. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il faut. Il faudrait avoir tous les capteurs à disposition. Encore une fois, j'ai dit, d'un point de vue financier, il faut qu'on avance encore avant de pouvoir acheter tous les capteurs qu'on veut et du coup pouvoir les tester tous et voir lesquels réagissent comment et du coup adapter l'algorithme en fonction de ça. Mais l'idée, c'est bien sûr de prendre de plus en plus de données en compte pour être de plus en plus précis. Hein. Écoute, c'est super intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour. Tu nous as parlé de cette appli, justement, et on a pas mal parlé de l'algo, mais tu nous as pas donné son nom. Donc, celles et ceux qui veulent tester, qui veulent s'y mettre. C'est pour ça qu'on a fait appel à JB-Tree, là, comme tu le sais, qui nous a rejoint l'équipe. Du coup, aujourd'hui... Papa, attends, il faut que tu nous en dises plus, là, JB-Tree qui rejoint l'équipe. Ça me fait penser que tu en as parlé au début et qu'on n'en a pas encore parlé. Hein. Donc, effectivement, c'est associé à quelqu'un en marketing. Parce qu'on a du coup, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, vis-à-vis des algorithmes et tout ça, c'est le résultat de 3 ans de travail pour développer l'application telle qu'elle est actuellement, de 3 ingénieurs. Donc, il y a Pierre qui est docteur en sciences du sport et du coup, Mickaël qui est ingénieur développeur. Du coup, tous les 3, on a vraiment bossé énormément pendant 3 ans pour sortir ça. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Je pense que c'est assez important de préciser. Parce que on sort pas une application avec un gros algorithme comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup d'allers-retours avec la récolte de données, beaucoup de choses à prendre en compte. Et du coup, beaucoup de partenariats aussi, comme je disais, avec des labos de recherche qui sont vraiment dans le domaine. Et du coup, l'année dernière, on avait un peu de mal à lancer le marketing. Une fois qu'on avait notre produit, on a eu un peu de mal à lancer d'un point de vue marketing et communication. Et du coup, là, j'ai un partenaire d'entraînement qui est aussi un ami, JB, qui cherchait un projet, donc il s'investissait à fond dans le triathlon à ce moment-là. Et lui, il se trouve qu'il a un background, vu qu'il est influenceur sur TikTok et Instagram, qui est vraiment très axé communautaire B2C. Donc parfait pour nous, le projet lui disait bien. Donc on a discuté pas mal de temps et il a rejoint l'équipe en octobre l'année dernière. Octobre 2023. Exactement, ouais. Et du coup, JB-Tree qui est passé en podcast chez toi il y a 3 mois, je crois, 2 mois. C'était en décembre. Ouais, c'est ça. Après son Ironman de Tanger. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, c'est lui. Si on en parle aujourd'hui pour les auditeurs, c'est parce qu'il nous a mis en relation en fait. Et donc du coup, il nous a mis en relation parce qu'il m'a dit, écoute Hermano, j'ai un super projet dont il faut que je te parle. C'est une superbe appli qui propose des plans personnalisés, etc. Si vous n'avez pas compris, hop, rembobinez un petit peu. On en parle pas mal justement avec Aurélien, l'invité du jour. Et puis on a échangé et je me suis dit qu'effectivement il y avait quelque chose à faire pour parler de cette application, pour que les gens puissent aller voir, tester et se fassent eux-mêmes leur idée. Après avoir échangé avec toi en off, je me suis rendu compte que c'était pas une énième application qui arrivait sur le marché, qu'il y avait du background scientifique et qu'il y avait aussi une certaine valeur. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas relevé, mais tu disais notre objectif c'est pas de faire du pognon, c'est de proposer le meilleur service au prix le plus abordable pour celles et ceux qui peuvent pas forcément se payer un coach ou un système d'entraînement. Et donc ça veut dire que votre appli en fait, vos valeurs sont bonnes et puis en plus elle peut s'appliquer aux plus jeunes comme aux plus anciens, comme aux plus amateurs et aux sportifs de plus haut niveau. Exactement. Ouais, je pense que tu as tout dit, tout bien résumé, ouais. Mais cette application, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle FleetRun. Je vais le dire, sinon on va finir par oublier de le dire. Donc elle s'appelle FleetRun, disponible sur les stores, donc l'App Store, le Play Store. Et du coup, ça fait maintenant 1 an qu'elle est dispo sur ces stores-là. Donc il y a eu une grosse refonte qui nous a permis de sortir une nouvelle version beaucoup plus stable. La première qui est sortie en janvier 2023 contenait pas mal de bugs et là on a sorti une version vraiment stable depuis septembre et d'ailleurs ça se voit parce que le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter donc c'est cool, c'est que ça plaît plus.
Quel est votre business model finalement? Parce que vous êtes 3, plus JB qui a rejoint le projet. Est-ce que c'est en vendant des plans d'entraînement personnalisés à 8 euros par mois que vous vous en sortez, ou vous avez levé des fonds, vous avez eu du soutien, vous avez des aides? Comment ça marche? Parce que 3 jeunes docteurs, normalement, en tout cas 2 jeunes docteurs dans une entreprise, il y a des possibilités d'obtenir aussi des aides de la part du gouvernement. Exactement. Parfait. Très bien introduit. Donc, en gros, c'est un peu le fruit de tout ce que tu viens de dire qui nous permet aujourd'hui de vivre. Donc, on a commencé par une levée de fonds la première année parce qu'on avait une idée, mais pas vraiment pas vraiment de produit, quoi. On avait juste créé un petit démonstrateur pour montrer à des gens qui couraient, voilà, est-ce que ça vous plairait d'avoir ce genre d'outil pour vous entraîner. Du coup, à ce moment-là, on avait réussi à lever 30 000 euros, plus on a eu 20 000 euros d'aide de la région. Donc, ça nous a permis du coup d'engager des stagiaires et de payer un prestataire pour développer une première version qui était une web application. Donc ça, c'était, comme je disais, la première année. Donc Pierre et moi, bon, je pense s'il y a des entrepreneurs dans les éditeurs, ils verront de quoi on parle. Donc Pierre et moi, on s'est mis les 2 premières années au chômage. Oui, parce que redisons-le, notamment, je ne sais pas si je le dis beaucoup dans ce podcast, mais France Travail, anciennement Pôle Emploi, est quand même le plus gros investisseur de start-up en France. Exactement. Tous les start-up passent par là. Enfin, j'en connais. Bon, en tout cas, moi, j'en connais aucune qui ne soit pas passée par là. Après, ça doit exister, hein, mais j'en connais juste pas. Et effectivement, Pôle Emploi. Merci Pôle Emploi pour vraiment. En plus, il facilite vachement le process. Donc, vraiment, je pense qu'il y a un accord avec le gouvernement et tout pour qu'ils essayent de motiver justement les gens à créer leur boîte. Parce qu'ils ont pas du tout, on n'a pas du tout le même process que les autres personnes qui viennent toucher le chômage. Donc, eux sont obligés de se pointer régulièrement, faire des rendez-vous régulièrement. Quand nous, on est arrivé chez Pôle Emploi, ils nous ont dit, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Et, en fait, tu réponds non parce que tu es en train de monter une boîte, donc tu n'as pas besoin d'un emploi. Enfin, t'as pas besoin. Tu n'es pas en recherche d'emploi. Et là, à partir de ce moment-là, ils disent, ouais, ok, tu montes une boîte, en gros, c'est cool. Et du coup, ils demandent pas beaucoup de retour après, quoi. Donc ça facilite pas mal de choses. Il t'accompagne dès lors que tu as le droit au chômage, il t'accompagne dans la partie financière de la création d'entreprise, et puis tes indemnités chômage te permettent de survivre encore pendant 2 ans. Mais je crois qu'il faut des preuves quand même, comme quoi on est en train de monter une entreprise. Voilà, donc le process est vraiment facilité, ça c'était vraiment top. Donc 2 premières années comme ça. Du coup, on a fait une autre levée de fonds plus conséquente cette fois, parce qu'on a été chercher 220 000 euros. Donc 120 000 en dilutif et du coup 100 000 en prêt BPI. Donc ça. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. En gros, si vous voulez savoir comment ça marche, vous écoutez des podcasts d'entrepreneurs, Génération Do It Yourself, pour ne citer que lui, avec Mathieu Stéphanie, qui est déjà passé dans le podcast parce qu'il est triathlète aussi. Donc en gros, voilà, si vous savez pas ce que c'est, les levées de fonds, dilutif, pas dilutif, BPI, hop, je vous envoie là-bas. En gros, c'est pour dire, on a eu une aide du gouvernement plus des investisseurs privés des business angels qui ont mis de l'argent. Ça nous a permis de payer nos premiers salaires à Pierre et moi après justement cette période de chômage. Donc il se trouve que Pierre et moi, on est jeunes docteurs. Donc au bout d'1 an, on récupère à chaque fois la valeur de tous nos salaires grâce au gouvernement. Donc c'est une aide qui dure 2 ans. Donc tout jeune docteur pour l'insertion dans le milieu professionnel bénéficie de ça à condition qu'il fasse de la recherche. Donc du coup nous ça matchait bien avec l'entreprise parce qu'on continue de faire de la recherche et développement à fond. Donc nous ça passe. Après il y a d'autres personnes qui commencent un projet qui a rien à voir avec la recherche. Là du coup pour le coup pour eux c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ces aides. Mais nous c'était toujours R&D, donc voilà. Aujourd'hui on est financé comme ça. On est toujours financé grâce à la première levée de fonds qui en fait se fait rembourser. Ça rien avec l'argent, ce qui fait qu'on peut se payer, etc. Du coup JB qui a rejoint un peu plus tard. Du coup là, et du coup pour JB et Mickaël, on est en train de préparer une grosse levée de fonds qui a lieu pour juin. Donc là, on va essayer de lever entre 300 et 400 000 euros pour déjà pouvoir vivre un peu mieux, faire un peu plus d'efforts au niveau marketing, communication, parce qu'on est un peu limité par l'aspect financier. Ça coûte super cher de faire des pubs et tout ça. Vraiment, c'est pas gratos? Non, malheureusement, malheureusement pour nous. Et aussi pour recruter du monde pour justement venir nous aider là-dessus. À côté de ça, on a eu un financement prestigieux l'été dernier de l'Union européenne qui nous permet aujourd'hui de collaborer avec INRIA justement sur plein de projets de recherche. Et ça aussi, pareil, très cool. Donc l'Union européenne nous a beaucoup soutenu là-dessus et c'est vraiment top.
Et enfin, en fait, l'idée de ma question, c'était pas forcément pour embêter les auditeurs, mais aussi pour qu'ils se disent, ouais, ok, une énième app, et puis dans 6 mois ou dans un an, il y aura plus rien, ou ça marchera moins bien parce qu'ils auront plus les moyens de financer, etc. Non, c'est un projet solide. Et puis, entre parenthèses, cet épisode n'est pas sponsorisé. Hein. Je suis pas là pour vendre l'appli, c'est juste parce que j'adhère vachement au projet. Parfait, merci beaucoup. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion dans les auditeurs, s'il y a des business angels, n'hésitez pas à venir toquer à notre porte. On est en plein démarrage de la levée de fonds là, donc c'est pile le bon timing. C'est pas les business angels qu'il faut aller taper, c'est carrément les fonds, là, les fonds qui interviennent en seed, en pré-seed. Bah justement, on est trop tôt nous, parce du coup c'est du B2C, donc le coût d'acquisition client et tout, ils sont pas ultra fans. Donc pour les VC, ça sera plus tard, ce sera soit quand on aura fait plus de chiffres, soit si on tourne vers du B2B. Mais pour l'instant, petit B2C, ils sont pas fans. Je pense qu'on a fait un bon tour. Prochaine étape pour vous, continuer à développer, continuer à vous entraîner. On n'a pas parlé de tes performances sportives parce que je pense que ça a sa place aussi dans un podcast de sport. En triathlon, où est-ce que tu en es? Ton marathon de Séville, comment ça s'est passé? C'est un piège. J'ai eu le Covid 10 jours avant le marathon. Et du coup, malheureusement, j'étais à Séville il y a 10 jours. Malheureusement, dès le 13e kilomètre, mon cardio était quasiment rendu à FC Max. J'avais des crampes qui montaient dans les ischios, donc voilà. En fait, vu que j'ai eu le Covid pendant l'affûtage, j'avais aucun repère, aucun moyen de savoir si je m'en étais bien remis ou pas. Et la réponse, je savais que j'allais l'avoir au marathon, mais je pensais pas aussitôt. Ouais. Donc 13e kilomètre, très compliqué, 18e, j'ai dû quasiment arrêter. Et ça a été un enfer jusqu'au bout. Donc ça, j'étais en train de me dire, il va nous raconter ça, il va nous dire j'ai appris de mon entre guillemets erreur de l'appendicite et puis je sentais que ça allait pas et donc j'y suis pas allé. Si tu y as été quand même. Si ouais, en fait c'était le plan aussi, c'est que je voulais pas trop me laisser influencé par la fréquence cardiaque. Du coup, j'ai décidé de pas regarder mon cardio. En fait, j'aurais pu le savoir dès le début que ça se passait pas bien, mais je m'étais dit, tant pis, de toute façon, je suis là, j'ai un objectif en tête de temps. J'avais déjà fait un marathon avec un temps que j'avais trouvé correct et bon. Donc là, je voulais vraiment aller au niveau au-dessus. Et voilà, c'était soit ça, soit dans tous les cas, c'était soit ça passe, soit ça casse. Mais j'y allais avec cet objectif. J'étais pas en contrôle, quoi. Sinon, j'aurais regardé ma fréquence cardiaque, j'aurais direct vu dès les premiers kilomètres qu'il y a quelque chose de pas normal, j'aurais ralenti. Et voilà. Mais là, non, le but, c'était d'essayer jusqu'au bout, qui était le 18e kilomètre. Et puis sur les triathlons, du coup, les prochains objectifs? Du coup, ça va être... là, j'ai mis entre parenthèses un peu le triathlon sur l'année 2023. Donc, je continue à rouler un peu, à nager un peu, mais j'ai gros focus sur la course à pied pour préparer le marathon que j'ai fait. Du coup, là, cette année, ça va être retour au triathlon. Donc, d'abord, passer par un gros bloc en natation pour essayer justement, j'aimerais bien essayer de revenir au niveau que j'avais au lycée. Parce que j'ai jamais vraiment essayé de me donner les moyens de renager vraiment beaucoup depuis ce moment-là. Notamment parce que compliqué avec les piscines, les horaires, c'est pas aussi facile que la course à pied et le vélo. Avec du coup le doctorat et l'entrepreneuriat à côté, c'était pas évident. J'essaie de me focaliser un peu plus dessus. Et du coup, je pense que je vais tenter une qualif au championnat du monde pour essayer d'aller à Marbella l'année prochaine en 2025. Donc ce serait ça, en 73 exactement. Ouais. Oui, je reste sur 73 pour le moment. Donc ça, c'est les gros objectifs. Ouais. Super, je te remercie pour tout ça, pour tous ces échanges. Tiens, si je te faisais une petite Mathieu Stéphanie, si on a des auditrices, des auditeurs qui veulent essayer l'application, est-ce qu'ils ont droit à un petit code de réduc, un petit mois d'essai gratos? Comment ça se passe? Pour tous les utilisateurs, il y a un mois d'essai gratuitement. Ouais. Faut que tu nous fasses un deuxième mois alors pour ceux qui viennent de la part du podcast. Ouais, justement, mais il faudrait réussir à traquer. Ça serait avec plaisir, mais il faudrait réussir à traquer. Ce qu'on fait, c'est que vous téléchargez l'application, puis après vous envoyez un petit message à Aurélien, ou vous nous contactez nous chez Devenir Triathlète, et puis on fera passer à Aurélien, et puis il verra s'il peut appliquer quelque chose. Parfait, ça serait avec plaisir. Ouais. Et effectivement, super. Aucun problème. Ouais. Super, écoute, merci beaucoup Aurélien, c'était vraiment très sympa. Je pense qu'on est bien rentré dans le détail de toi, de ton palmarès, de ton expérience, de ta formation, du produit que vous avez, du service que vous êtes en train de développer, qui va pas s'arrêter là. Et puis, on te souhaite bon vent pour la suite, et puis que Fleetrun, on va le redire, Fleetrun devienne l'application de référence pour les coureurs et bientôt les triathlètes. C'est tout ce que je souhaite, ouais. Merci beaucoup en tout cas Armano de m'avoir reçu dans le podcast, super sympa. J'ai vraiment adoré l'échange, donc avec plaisir pour échanger à nouveau dans le futur, quoi. Et peut-être dans quelques années pour voir où est rendu justement Fleetrun. On continuera plutôt, pas dans quelques années. Attends, quelques mois alors. Dans quelques mois. Avec plaisir. À la fin de l'année, on fait le bilan de ton année sportive et de ce que Fleetrun t'a apporté. Parfait, ça marche. Je serai au rendez-vous. Super. Nickel. Merci beaucoup Aurélien. À plus. Allez, salut, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.